cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! Asma, tu gaspilles l'eau. Ça coûte cher, tu sais. Oh, les enfants, il faut que je vous dise quelque chose. Ah non, on va pas encore changer d'appartement. Si. Ça, c'est provisoire. Hein. Un jour, chacun aura sa grande chambre. Tu le jures? Ouais. Voilà, ça fera 5 euros, madame. Merci, au revoir. Qu'est-ce qu'il avait resté planté là, il draguait? C'est bien, ça fait des clients en plus. Ça fait des clients en plus. Mais dis donc, tu te prends pour qui, toi? J'ai reçu du courrier pour toi. Encore? Ouais. Lettre recommandée. Monsieur Mahadir est obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pour être conduit d'office à destination du pays dont il détient la nationalité. Je sais, je tiens beaucoup à toi, moi aussi. Il n'y a plus de place pour les gens comme nous en France. Il faut partir. Et où veux-tu qu'on aille, là-bas? Moi, je reste ici. Moi, ça fait un peu plus de 30 ans que je vis en France. Donc voilà, je connais des histoires, je côtoie des gens. Et un jour, j'ai appris l'histoire dans un fait divers, dans un journal, l'histoire d'un Tchadien, demandeur d'asile, qui s'est immolé au sein de la Cour nationale du droit d'asile. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enquêter un peu. Et je me suis dit qu'il fallait raconter cette histoire-là parce que la plupart des films qui parlent en fait de ce sujet de migrants parlent souvent des sans-papiers. Mais les sans-papiers, c'est des gens qui, à un moment donné, en toute conscience, dans l'illégalité, franchissent les frontières. Et moi, je voulais parler de cette catégorie-là, les demandeurs d'asile, des gens qui viennent en France parce que tout simplement, ils sont en danger chez eux et ils fuient une violence et ils demandent la protection de la France. Donc c'est un peu comme ça que ça a commencé. Il y a un temps d'attente d'abord et puis il y a un temps qui est en suspens comme ça, où on se dit qu'on ne sait pas quoi faire de son lendemain jusqu'à ce que cette décision arrive. Et une fois qu'ils ont cette réponse négative, il y a deux possibilités, soit de se dire « je m'en fous », je reste dans la clandestinité, c'est ce que font la majorité des gens, soit on se dit que non, on a une certaine dignité, une opinion de soi, et on ne veut pas tomber dans ce déclassement-là pour la simple raison qu'on n'est pas venu pour vivre en fait dans l'invisibilité. Donc c'était important de travailler cette bascule-là et d'éviter surtout de parler de sans-papiers parce que c'est vraiment pas le film ne parle pas de sans-papiers, le film parle de gens qui sont en attente d'une décision qui leur permette en fait de rester en France ou de partir. Et c'était important de marquer cette bascule. Oui. On connaît dans les grandes villes en France, et pas seulement en Europe, des gens qui sont des vigiles, qui sont presque faits pour ça, mais j'en connais beaucoup qui sont vraiment des gens qui ont fait des études supérieures, mais ils sont relégués à un moment donné à ce statut-là, et tout le monde ne le vit pas en fait de gaieté de cœur, et il y a parmi eux, et j'en ai connu et j'en connais, qui sont des gens chez eux qui étaient respectés, respectables et tout, et qui se retrouvent tout simplement à un moment donné dans cette situation-là, et ils se disent par une espèce de proximité, parce qu'ils parlent la même langue, en se disant que le pays où on peut aller, c'est peut-être la France. Et l'espace d'une saison, ils déchantent, et ils repartent un peu comme Abbas, qui à un moment donné donne cette lettre qui fait référence à la conférence d'Évian qui a bien eu lieu donc en 1938. Et il y a un livre qui s'appelle La conférence de la honte qui parle de cela. Et en 1938, les démocraties s'étaient réunies pour dire non, on a atteint un peu la limite, on ne peut pas recevoir tous ces juifs qui fuient l'Autriche, enfin l'Allemagne, tout ça. Et je me souviens que dans ce livre, on expliquait que le représentant de l'Australie disait qu'il ne pouvait pas recevoir des juifs parce que tout simplement l'Australie ignorait l'antisémitisme et que faire venir des juifs, ça développait cette espèce de maladie qu'on appelle l'antisémitisme. Donc voilà un peu comment il décide de partir pour ne pas être un problème. Voyez-vous, la conscience d'Étienne et d'Abbas, c'est de ne pas être un problème aux autres.
ils ont tellement de casseroles que s'approcher de quelqu'un, c'est le mettre dans leurs propres problèmes. Et ils veulent presque protéger les femmes qu'ils aiment pour ne pas en fait qu'elles aussi se retrouvent à gérer des choses qui sont complètement par moments absurdes. Voilà. C'est les deux faces d'une même médaille, un peu comme ça, avec Abbas qui a quelque chose de plus parce que ses enfants le ramènent à une réalité et en fait à un lendemain à construire, alors que Étienne, lui, est seul, solitaire et tout, et il se fait un destin qui est autre complètement. Il n'a pas de responsabilité, si je puis dire, et il n'a que ses livres en quelque sorte, et qu'à un moment donné, comme tout ça semble ne pas avoir de sens pour lui, eh bien il choisit la voie la plus radicale. Mais j'ai voulu quand même faire d'Étienne plutôt quelqu'un d'assez joyeux comme ça, hein, qui est généreux, qui est toujours à l'écoute. Quand il vient voir son frère, il est toujours en train de dire mais ça va, et malgré la réponse, on se dit qu'il sent que non, ça va pas du tout. Donc c'est quelqu'un d'assez intuitif comme ça et qui a une haute opinion de lui. Voilà, ça peut être des défauts, mais parfois c'est aussi ça. Enfin, voilà, c'est un personnage un peu comme ça, ouais. Extrémiste, on va dire. C'est le mot qu'on pourrait utiliser aujourd'hui. Voilà. Sandrine Bonnaire, donc le plus beau sourire de France, la générosité. Si en France on devait incarner toute la bonté de ce pays, c'est vraiment Sandrine Bonnaire. Pour moi, elle serait la Marianne. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas encore... on n'a pas choisi Sandrine Bonnaire pour cela. Et je voulais aussi remettre Sandrine Bonnaire, que j'aime beaucoup, dans ses films. Enfin, la filmer avec beaucoup de désir, comme ont pu le faire Piala, Agnès Varda, tout ça. Et or, vous le savez, le cinéma... aiment les corps jeunes. Généralement, les femmes, à partir d'un certain âge, elles ne sont plus désirables. On leur met un gamin ou deux, et puis voilà, c'est des femmes qui n'ont plus de désir, etc. Et moi, je voulais filmer Sandrine Bonnaire avec amour, avec désir. Et quelque part, j'ai fait le film aussi pour avoir Sandrine Bonnaire. Et heureusement pour moi, dès qu'elle a lu le scénario, elle a accepté. Et c'est vrai qu'elle apporte une luminosité. Et c'est elle qui permet à Abbas peut-être d'avancer à un moment donné. On n'a pas une mise en scène préétablie qui vient se plaquer sur le fond. C'est donc à un moment, en posant la situation, en installant les comédiens, que les choses se révèlent d'elles-mêmes. Donc c'est pas un truc conçu, je ne fais pas de découpage, c'est vraiment... au feeling, et je fais confiance en l'instinct qui a à voir avec le cœur, et le cœur ne ment pas. Enfin, notre cœur ne nous ment pas quand il nous pousse vers une personne. Voilà, quand notre cœur nous dit, enfin, on sent qu'on aime une personne, généralement ça ment pas. Donc c'est important d'écouter aussi, même si on doit douter, c'est important d'écouter un peu son instinct, et c'est comme ça que la mise en scène s'est faite. J'aime bien par moments comme ça laisser en liberté les comédiens parce qu'il ressort toujours une vérité en fait. Les comédiens, mine de rien, gardent des choses pour eux, et quand on les balance comme ça dans l'arène sans indication, c'est eux-mêmes qui doivent en fait, voilà, ils doivent donner d'eux-mêmes, et j'arrive donc à filmer le comédien tel qu'il est. Il n'est plus en représentation. C'est juste comment arriver à choper ce petit moment-là. Et quand Sandrine Bonnaire, enfin Carole, dit « je suis un peu pompette », c'est vraiment... Et en effet, je les ai fait boire un peu, hein, réellement, du champagne pour avoir un peu cette espèce de légèreté. Et elle était vraiment pompette. Et ça, c'est des vérités qui sortent pas... J'aurais jamais pensé à écrire un tel dialogue. Voilà. C'est Oscar Wilde qui dit qu'aucun homme n'est assez riche pour racheter son propre passé. C'est-à-dire qu'il est toujours là. Et ces personnages qui, à un moment donné, disparaissent, comme ça, c'est comment faire, en fait, avec la mémoire. Et la violence du système, elle est faite non seulement
contre les demandeurs d'asile, mais contre ceux qui les côtoient aussi. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Et comment faire si vous vous attachez à quelqu'un qui soudain disparaît sans que vous ayez quoi que ce soit à dire en réalité? C'est assez lourd à porter. C'est comme les morts en réalité. Ils nous hantent par moments, on ne les oublie pas. Et c'est comment faire pour que les choses... quand ils ne sont pas morts, on aimerait bien que ça continue. Donc voilà un peu, je pense que les traces sont des signes de vie, mais en même temps, c'est ce qui nous fragilise en réalité. Voilà. Ça peut nous renforcer aussi, mais ça nous fragilise pas mal, d'avoir des traces des gens qu'on a aimés et tout ça. Ouais. Voilà. Alors on essaye de... La majorité vit, hein, on vit avec, hein, on fait avec. On est tous des négociateurs avec la vie. On négocie le mieux possible pour continuer de survivre à l'horreur, parfois qu'on côtoie. Oui. Voilà. C'est un bon début pour ce film et c'est une chance inouïe que de commencer à Auch parce qu'il y a un certain esprit, il y a une certaine politique, il y a une défense et il nous faut nous battre encore. 20 ans, c'est énorme, mais c'est en même temps rien du tout parce qu'il faut continuer, parce qu'on est de plus en plus minoritaire, mais c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort en fait. Mais la démocratie, et je ne m'en prends pas à la démocratie, tend à nous faire croire que ceux qui sont minoritaires ont tort. C'est pas toujours le cas. Donc ici, on se bat pour un certain type de cinéma qui serait donc un cinéma de la lumière, un cinéma qui n'est pas tout simplement un cinéma de divertissement, mais un cinéma peut-être qui parfois tutoie la philosophie. J'ai vu quelques réalisateurs là et je sais que j'ai vu certains de leurs films. C'est des films qui sont philosophiques au sens où ils nous posent des questions, ils nous interrogent et en cela ils sont politiques parce qu'ils me posent des questions sur ma place en tant que citoyen dans la cité. Le rôle de la création, c'est ça. Et pour poser ces questions-là, il ne faut pas être enchaîné par les pouvoirs de l'argent. Je cherche l'homme que j'aime.